C'est que de plus en plus ces dernières semaines, c'est l'Occident qui est visé par Moscou et de moins en moins Kiev. Les Russes qui attribuent leurs difficultés évidemment sur les champs de bataille au fait qu'ils ne sont pas en guerre seulement contre Kiev, mais contre un ensemble de pays, parmi lesquels les États-Unis, les Britanniques et le reste de l'Europe, ou une partie du reste de l'Europe. Et pour eux, cette guerre-là, elle est civilisationnelle. Écoutez. Vous avez peur et commencez à vous demander, allons-nous gagner? Avons-nous assez de force? Avons-nous assez d'armes? Nous ne parlons pas d'une victoire sur l'Ukraine, comme la première semaine après le 24 février, lorsque nous n'avions aucun doute à ce sujet, parce que nous pensions, je pensais, que nous luttions contre les forces du mal en Ukraine, qui tourmentent notre peuple. À l'heure actuelle, il est tout à fait clair que nous avons affaire à l'origine de cette tumeur. Je viens de le mentionner, avec un organisme monstrueux, connu sous le nom de monde collectif occidental. Il est puissant, il réussit, il est bien armé et en même temps complètement foutu, absolument impétueux et totalement inculte. Une personne inculte ne peut pas prendre de décision rationnelle. Alors, est-ce qu'ils ont raison de penser que cette guerre, ils la mènent contre une armada de pays, finalement, et pas seulement contre l'Ukraine? On va avoir le débat sur le civilisationnel, hein, évidemment. Évidemment, non, ils n'ont pas raison. Ça fait partie d'une espèce de discours paranoïaque. Mais c'est intéressant de voir sur 8 mois le glissement du discours. D'ailleurs, l'oratrice qu'on vient d'entendre le reconnaît à peu près. C'est-à-dire qu'au départ, la cible, si je puis dire, était assez concentrée sur les nazis, les drogués et ceux qui étaient en train de faire un génocide. C'est ça le point de départ. Et si je prends cette image militaire, c'est que les Russes ne sont pas parvenus à mettre de cartouches dans cette cible. Ils ont tapé partout à côté, mais ils n'ont pas atteint la cible. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez eu un premier glissement de discours, un glissement sémantique, qui a consisté à grossir la cible. À ce moment-là, ça a été l'Occident collectif. Donc on grossit la cible, et on se dit, bon, nos soldats vont bien arriver à mettre des balles dans cette cible. Non, ça n'a pas marché. Et donc là, maintenant, c'est sur le Satan occidental en termes de civilisation. Donc là, on met une énorme cible en disant, bon, on va bien arriver, à force d'élargir la cible, à toucher quelque chose là-dedans. Donc en fait, c'est une fuite en avant sur un discours, alors qui est un discours qui n'est pas nouveau, parce que pour avoir beaucoup travaillé depuis une quinzaine d'années sur la Russie, sur Poutine, sur les discours, etc., sur les textes, des interviews, dans la revue de Patrick Vachman, notamment Politique internationale, il y avait très souvent des interviews des proches de Poutine qui développent cela depuis très très longtemps. C'est-à-dire l'Europe, l'Occident est un monde en pleine décadence, c'est un monde qui est aux mains des minorités, des LGBT, des homosexuels, etc. Dans les journaux télévisés russes, vous avez des informations qui passent disant « Nouvelle législation au Danemark, les pédophiles peuvent désormais rentrer dans les écoles maternelles pour choisir leurs victimes ». Ça passe comme ça, le soir, aux 20h, etc. Nouvelle législation en Norvège, des bordels pour zoophiles sont créés. Bon. Mais ça, c'est pas nouveau. Alors, dans cette forme-là, c'est depuis la guerre, mais cette idée, si vous voulez, que l'Occident est Je tiens à préciser que ce ne sont pas des annonces qui sont faites. Hein. Non. Ce que dit la télé russe pour que les choses soient bien claires, oui. Aussi bien en Norvège que je ne sais plus où, mais voilà, cela n'existe pas. Évidemment, c'est ce que disent certains médias russes, pour tenter de convaincre les populations du bien fondé de ce que font leurs dirigeants. Voilà, et tous les soirs, vous avez quelque chose de nouveau autour de ça. Vous avez, par rapport au sujet dont on a parlé précédemment, les laboratoires, vous avez aussi des annonces en disant si les combats sur le terrain sont plus difficiles que ce que nous pensions, c'est parce que les Américains sont parvenus à modifier génétiquement le combattant ukrainien. Donc le combattant ukrainien n'est plus un homme normal, c'est un robot. Il a été modifié, c'est pour ça qu'on a du mal à le combattre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que vous avez ce déferlement de discours qui vient sur un discours qui a été construit depuis une quinzaine d'années sur le thème « La Russie est le pays qui défend les valeurs traditionnelles chrétiennes de civilisation ». Et juste pour terminer, il faut bien savoir que cette approche-là a des adeptes en France, en Europe. Vous avez des partis politiques, vous avez y compris dans l'armée, dans d'anciens militaires de l'armée française, une sensibilité à cette thématique, notamment de la chrétienté supposée de la Russie. Et donc c'est pour ça que Poutine agit aussi là-dessus, pour l'interne et pour l'externe. Alors sur la chrétienté de la Russie, il faut rappeler quand même qu'il y a moins de 12% de la population qui se disent
proche de la religion, que le taux d'avortement en Russie, en la Fédération de Russie, c'est le double du taux d'avortement russe, parce que c'est un critère qui rentre pour ceux qui défendent à travers leur optique la civilisation chrétienne, et enfin que la Russie est le pays qui a le taux de suicide d'adultes hommes le plus élevé de la planète. Voilà. Donc je ne sais pas si ça fait un modèle de civilisation chrétienne ou sur ce thème de valeurs. En tout cas, personnellement, j'en doute beaucoup. Ou de société. Précisons quand même qu'il n'y a pas eu de modification génétique des soldats ukrainiens. Ça aussi, c'est ce qu'affirment certains Russes, mais ce n'est évidemment pas une information. Est-ce que ça fonctionne malgré tout? Parce que ce discours, il a un but, c'est-à-dire de convaincre les Russes qui voient leur mari, leur père, leur frère partir au combat et qui parfois ne les voient pas rentrer. Est-ce que ça fonctionne sur la société russe? On a l'impression d'une certaine apathie, jusqu'à présent, de cette société face à ce qui a été qualifié pendant très longtemps, et ce qu'il l'est toujours, d'opération spéciale, même si aujourd'hui, ça y ressemble de moins en moins. Moi, ça fait 4 ans que je ne suis pas allée en Russie, donc je vais répondre avec des pincettes quand même, mais je suis en contact avec beaucoup de gens là-bas. Les gens avec qui je suis en contact, bien sûr que ça ne fonctionne pas, mais je pense que certains discours fonctionnent. Alors, les extrêmes comme la zoophilie dans les bordels danois, ça, je crois que ça ne touche pas grand monde, mais il y a des choses beaucoup plus subtiles. Margarita Semyonyan, que nous avons vue à la télé, donc la rédactrice de Russia Today, est passée à la télé hier soir en parlant de l'émission de télévision Friends. Je pense que tout le monde connaît le sitcom américain avec les 3 garçons, les 3 filles dans un appartement new-yorkais dans les années 90. Il date des années 90, oui. Et elle décrit cette émission comme un exemple suprême de la décadence américaine. Alors, si vous voulez, vous voyez jusqu'où ça va. Alors, elle l'explique parce qu'on y accepte des propos sur des homosexuels, sur des familles non traditionnelles. Et donc, il y a ce discours traditionnaliste qui, lui, prend non seulement en Russie, mais comme Pierre l'a très bien dit, en Europe. Et pourquoi? Parce que Vladimir Poutine, souvent, se positionne pas comme un anti-européen, mais comme le seul défenseur de la véritable Europe. Parce qu'aujourd'hui, selon le discours de Poutine et selon le discours de la propagande russe, surtout à la télé, la véritable Europe n'existe plus. Elle a été détruite par l'Amérique et par l'excès de politiquement correct américain, la destruction des valeurs, les familles de tous les sexes, etc. Et la véritable Europe a aussi été détruite par la vague d'immigration venue de pays musulmans. Et donc, l'Europe chrétienne, traditionnelle, y compris catholique, il ne faut pas oublier que la Russie est un pays orthodoxe, va trouver son sauveur dans la tête de Vladimir Poutine. Donc, justement, pourquoi est-ce que c'est un tel écho dans certains milieux européens et en France? C'est parce que ces valeurs-là sont celles que Poutine prétend défendre. Alors, quand on voit la violence de ce qui se passe en Ukraine, je ne vois pas beaucoup de valeurs chrétiennes ni christiques, mais c'est en tout cas un discours qui a du succès un peu partout. Et ça fonctionne, ce discours sur les Russes ou pas? Parce que c'est ça la question, s'il a du succès sur des minorités, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, à la limite ça ne change pas grand-chose, mais si Vladimir Poutine a le soutien de tout un peuple, qu'il peut poursuivre cette guerre, ça change tout. Parce qu'on a l'impression parfois, en tout cas ces derniers jours, que la Russie est en train, alors peut-être est-ce à cause de l'arrivée de l'hiver, mais est en train de s'installer dans un conflit qui va durer. Ça, c'est vrai. Alors, on n'est pas capable encore, on peut avoir comme ça de temps en temps des vagues de qu'est-ce qui se passe en Russie. On peut se dire qu'effectivement, à qui s'adresse Vladimir Poutine quand il tient ce genre de discours? Mais c'est toujours à chaque fois pareil. Il y a toute une partie qui est adressée à l'intérieur, une partie à l'extérieur. Et quand il dit ça, c'est quand même sur 2 plans. D'abord, c'est au niveau de l'international. Là, il donne des coups de coude, de soutien à la Chine. Xi Jinping, lors du 20e congrès du Parti communiste chinois, où il a officiellement pris le pouvoir absolu, ne dit pas le américain, c'est fini cette domination-là. Maintenant, nous allons partir dans un monde multipartite, c'est fini. La majorité des pays en ont marre de la domination occidentale. Ça va être cassé. C'est quand même tout ce qu'il a dit dans la première partie de son discours, que ça va être cassé. Et effectivement, force est de constater, quand on voit au niveau du vote des sanctions ou de la neutralité affichée de nombreux pays vis-à-vis de la Russie au vote à l'ONU, c'est que vous avez un bloc occidental qui vote les sanctions, qui soutient l'Ukraine. Vous avez quand même toute une partie de l'Amérique latine et toute une partie de l'Afrique qui joue la neutralité. L'Inde qui est
aussi lié avec les Américains, j'allais dire, qu'avec les Russes. Et pardon, on vient d'assister à des élections au Brésil. Lula, clairement, dit que Zelensky est un clown et qu'on ne va pas faire une guerre pour qu'il puisse se donner en spectacle, qui n'est pas tout à fait différent, en d'autres termes, de ce que dit le pape François. En gros, toute la théologie de la libération qui existe en Amérique latine, au nom de l'anti-impérialisme, ne condamne pas l'intervention russe. Donc, quand Poutine commence à partir sur ce pan-là, il y a quand même une grande majorité des populations du monde qui l'entendent en disant, bah oui, donc ce les droits de l'homme, j'appelle moi ça les droits de l'homme à la chinoise sont efficaces. Oui. Après, quand on dit, je me trouve particulièrement poli de dire oui, il y a une certaine influence en Europe, je veux dire, la Pologne, par exemple, grand soutien de l'Ukraine, titre davantage en se foutant de la gueule du couple franco-allemand ces derniers jours, plutôt que sur ce discours-là de Poutine qui parle de la décadence occidentale, puisque c'est une analyse que la Pologne et que les dirigeants polonais partagent amplement. La Hongrie de Viktor Orban défend une Europe blanche et chrétienne, et ce n'est pas lui qui va jeter la Russie avec l'eau du bain, il est totalement d'accord. La Slovénie, pareil, la République tchèque, pareil, on a quand même, et on passe notre temps à dire qu'il y a un basculement de l'Europe du côté de l'Est, eh bien, d'un point de vue sociétal, ce qui se passe à l'Est n'est pas tout à fait différent de ce que défend Vladimir Poutine, du fait qu'il faut restaurer une Europe qui soit plus traditionnelle, que ce soit la Pologne, la Slovénie, la République tchèque, la Bulgarie, la Hongrie. Il y a des valeurs communes, c'est sûr, mais dans un même temps, la Pologne est en train de se réarmer de manière massive, justement, pour sécuriser ses frontières. Donc ça aussi, c'est etc. Donc ça, c'est des valeurs qui sont partagées par une partie puisqu'on parle de discours. Pologne et Hongrie, oui, mais plutôt les républiques tchèques, Slovénie, Slovénie pas du tout. La République tchèque a acheté des vaccins russes et des vaccins chinois. Oui, mais faut pas avoir la mémoire. C'est pas parce qu'on achète des vaccins russes qu'on est contre le mariage homosexuel. J'ai vécu 3 ans en République tchèque, donc je parle un peu sachant de quoi je parle. Mais on peut vivre dans un pays sans voir la majorité des gens qui habitent ce pays. On voit des gens qui nous ressemblent souvent. Sur toutes les questions sociétales, je suis entièrement d'accord avec vous. Les Polonais, ce sont les plus problématiques avec les Hongrois. Mais il ne faut pas mettre toute l'Europe de l'Est non plus dans le même panier. Il y a une réalité qui sont plus traditionnalistes que l'Europe de l'Ouest. Mais peut-être que cette guerre est aussi en train de changer les frontières